Hello, bienvenue sur Prospect. Aujourd'hui, je reçois Jacob Selim, SDR manager chez Pennyline depuis 1 an et demi. Il gère au quotidien une équipe de 10 personnes, dont 5 SDR, qui ont pour objectif de booker un maximum de démos pour les accounts exécutifs. Avant Pennyline, Jacob, il a passé 3 ans et demi à faire de la chasse. Il a un profil très outbound, notamment chez YouSign, où il a dirigé une dizaine de BDR dans 3 pays différents. Ce qui m'a intéressé chez Jacob, c'est qu'il a apporté cette culture de l'outbound chez Pennyline, alors même que l'entreprise génère énormément de lead inbound. Quand je l'ai rencontré, c'est ce qui m'a intriguée et du coup, je lui ai posé la question: pourquoi il tenait autant à maintenir une culture outbound, pour une équipe qui a, un agenda bien rempli? Sa réponse a été de me dire que même si son entreprise a une belle croissance, c'est important pour lui d'avoir une équipe sales qui est prête à être proactif dans le cas où le contexte évolue. Alors voilà, j'ai voulu aller plus loin avec lui. On a parlé de pourquoi et comment cultiver un mindset de chasse dans une équipe inbound, ce que ça signifie d'être un SDR inbound avec une culture outbound et comment justement aujourd'hui il détecte les besoins des prospects grâce à une stratégie de contenu bien spécifique. Je vous laisse découvrir ça et je vous dis bonne écoute. Hello Jacob, comment tu vas? Mais ça va très bien et toi? Très, très bien. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur Prospect. Du coup, en fait, moi, j'avais envie, de t'inviter, sur ce podcast pour partager un petit peu, hem, une pratique que vous avez chez Pennyline, qui est, notamment, vu ton background, qui est principalement un background très chasseur. Hem, Tu tiens particulièrement à encourager un mindset de chasseur dans une équipe, en fait, qui gère principalement des lignes inbound et bah, déjà ma première question, c'est pourquoi, en fait? Ouais, bah, bonne question. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Comme tu disais, moi j'ai un background 100% chasseur. J'ai commencé la vente en faisant de la chasse. J'ai vu tout le cycle de vente. À la fin, je closais mes propres deals, mais tout est toujours parti de la chasse et ça m'a vraiment inculqué un état d'esprit que je trouve assez primordial à avoir dans ce métier. OK. Donc du coup, c'était assez challengeant pour moi quand je suis arrivé chez Pennyline et qu'on m'a demandé de m'occuper d'une équipe inbound qui avait l'habitude, on a plutôt de la chance de vivre un peu dans le luxe, avec beaucoup de volume qui arrivent tous les jours, des agendas bien remplis, euh, mais justement à appréhender les moments de creux. Qu'est-ce qui se Mmh. passe si demain mon agenda est vide? En fait, comme beaucoup d'entreprises, hein, il y a des moments de grosse croissance, d'euphorie. On a les agendas qui se remplissent très naturellement, facilement, etc., etc. Mais comment on appréhende la suite? Comment on appréhende les moments où les agendas vont être vides naturellement? Donc c'est pour ça que j'ai voulu remettre sur la table cet état d'esprit de chasseur, de se dire n'ayons pas cet état d'esprit attentiste. Nous, on dit état d'esprit de caissier à attendre que tout arrive à nous naturellement, mais essayons d'être un peu plus proactifs et allons chercher nos leads. Alors, c'est pas de l'outbound, encore une fois, on y reviendra hein, pour expliquer un petit peu tout ce qu'on met en place chez Pennyline. C'est pas vraiment, c'est pas de l'appel à froid qu'on va faire, mais voilà, déjà avoir en tête de dire qu'on arrive à être proactif et de prévoir les moments un peu creux et de remplir nos agendas naturellement quand on a ces périodes de creux. Nickel, je vais revenir sur la partie proactivité, mais une question que j'aimerais que pour qu'en plus, bah, les auditeurs, les gens qui nous écoutent puissent avoir une meilleure idée. Ça représente combien de leads inbound, globalement, je sais pas, sur un mois? Je crois que vous en avez beaucoup, hein, chez Pennyline à gérer. Ouais, ouais, il y en a beaucoup. On est aujourd'hui, alors on a une équipe de 5 SDR qui fait en moyenne chacun 4 qualifs inbound par jour. OK. Euh, voilà. Donc Ouais, c'est quand même pas mal. ouais, ça fait une vingtaine par jour. Donc voilà, donc oui, oui, on a une machine inbound qui fonctionne plutôt bien. Euh, mais encore une fois, on est assez dépendant. Enfin, forcément, c'est la nature même de l'inbound. On est dépendant de ce qui arrive. Et donc, ça fluctue. Là, tu vois, on est en plein été. Il va y avoir des périodes beaucoup plus creuses. Il faut qu'on soit capable de l'anticiper. Et OK, nickel. faut aussi savoir on est sur un business qui est assez saisonnier. Enfin, je veux dire, il y a des moments, au moment des périodes fiscales, ce genre de choses, où on va avoir beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins d'inbound, beaucoup moins de leads entrants. Et pareil, il faut être capable de les anticiper.
OK, nickel. Alors justement, par rapport à ce que tu disais sur, cette proactivité, j'aimerais justement, savoir un peu comment tu mesures justement la proactivité de tes SDR? Quels sont les KPI en fait en général que tu suis, pour justement t'assurer, qu'ils ont cette approche un peu de chasse, quoi? Ouais, en fait, c'est encore une fois, hein, c'est des KPI de suivi très similaires à ce qu'on peut regarder quand on manage une équipe de BDR outbound. Mais moi, ce qui va m'importer, c'est globalement le nombre de qualifs qui vont être faites. Et donc là, c'est important d'être capable de faire la distinction entre ce qui vient de l'inbound et ce qui ne vient pas de l'inbound. Donc on va discuter un petit peu plus tard de tout ce qu'on fait hors inbound. Encore une fois, qui n'est pas 100% de l'outbound, qui n'est pas de l'appel à froid ou du contact à froid, mais donc de bien faire la distinction. Autre chose qu'on va regarder, c'est le temps passé. Moi, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Le temps passé au téléphone, incluant l'inbound. Mais l'idée, c'est de se dire, en fait, quand on est sales, quand on est SDR notamment, et que notre objectif, c'est faire de la lead gen et d'aller booker des démos chez les prospects, notre travail, c'est d'être au téléphone avec les prospects. C'est ça OK. notre job, c'est d'être au téléphone avec les prospects. Et donc, moi, ça fait partie de mon métier aussi, et ce que je regarde, c'est comment optimiser les agendas de mes équipes pour qu'ils puissent passer un maximum de temps au téléphone avec les prospects. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mesurer chaque semaine, de dire, bah, en fait, cette semaine, tu as passé X% de tout ton temps travaillé au téléphone, avec des prospects, en échange, en call, en relance, etc. etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder de très près. OK, super. Justement, du coup, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de, du coup, que font en fait justement tes SDR? Du coup, il y a de l'inbound, il y a d'autres types leads, qui gèrent, mais qui est pas encore une fois de l'outbound. Est-ce que tu peux justement clarifier ceci et expliquer justement les différentes approches qu'ils peuvent avoir? Ouais. Donc comme tu l'as dit, nous, comment ça se découpe globalement les différents types de qualifs qu'on peut avoir pour un SDR chez Pennyline. Donc tu as l'entrant l'inbound euh, qui arrive naturellement chez nous. Euh, et après, il y a tout le travail, tout l'effort fourni par les SDR pour aller chercher d'autres deals. Et là, donc il y a plusieurs sources principales. La première, c'est ce qu'on va appeler nous toutes nos relances de nurturing, toutes nos relances de deals perdus. Donc ça, on a une stratégie bien en place pour que ce soit très très cadencé à partir du moment où on décide de dans notre CRM close lost un de nos deals. À partir de ce moment-là, déjà, c'est extrêmement précis la raison pour laquelle on perd ce deal. Et en fonction des raisons, on va être capable de mettre en place une stratégie hyper précise, très cadencée, très rythmée, qui nous permettre de jamais perdre le fil sur ce prospect pour le réengager en permanence et qu'à un moment, ça aboutisse à un deal gagné. Alors c'est très bien parce Voilà. qu'en fait, ça fait appel un peu à une stat, que j'ai souvent partagée et qui paraît un peu énorme, mais c'est la réalité. C'est que, 80, alors c'est une stat qu'on trouve beaucoup plus dans les ressources américaines, mais hem, des deals qu'on va enclencher signent pas forcément tout de suite et donc c'est intéressant en fait d'avoir cette logique, effectivement de se dire, en fait ces personnes-là, je les ai pas signées tout de suite, mais je pourrais les signer plus tard et justement en fait tu tu m'avais déjà précisé en off, mais j'aimerais bien savoir, en fait, c'est quel type de raison? Parce que tu dis que tu es hyper précis. Généralement, Ouais, on va avoir, du pas de budget, pas le bon moment et cetera. Vous, comment vous segmentez ça, à peu près? Enfin, ouais. Alors déjà, comme tu disais, encore une fois, mentalité de chasseur, quoi. À partir d'un moment où un prospect rentre dans le CRM, l'objectif c'est qu'il ressorte client. Donc, s'il ne ressort pas client maintenant, c'est pas grave, mais il faut qu'il ressorte client à un moment. Voilà. Déjà, ça, c'est vraiment encore une fois état d'esprit qu'on essaye tous d'avoir. Tu rentres dans notre CRM, il faut que tu ressortes client. OK. Euh, Après, les différentes raisons, bon, franchement, c'est des raisons assez classiques, hein. Nous, on a une des raisons principales, ça va être des raisons de fonctionnalité, OK. forcément. Euh, Nous, on a de la chance, on est 500 chez Penny Lane, un peu plus. On a plus de la moitié des équipes qui sont des équipes dev, produit, tech, design. Donc on a un produit qui évolue extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement. Toutes les semaines, il y a énormément de fonctionnalités qui sortent. Donc ça,
forcément, comme tu te doutes, c'est un levier hyper fort pour nous. Dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort, on est capable de mapper tous les deals qu'on a perdus à cause de cette fonctionnalité. Dans ce cas-là, on a nos équipes SDR qui vont pouvoir relancer nos deals de façon assez simple. Euh, et pareil, on a des roadmaps qui sont assez clairs. On est capable de se projeter assez rapidement sur la sortie d'une fonctionnalité. Donc, au moment où on va perdre un deal, on va être capable de savoir à quel moment, potentiellement, on va être capable de relancer ce deal euh, pour le gagner. OK, nickel. Euh, Je sais pas si tu as d'autres raisons que tu as envie de partager qui te ouais, semblent importantes? bon, il y a une raison aussi qui est importante, c'est la raison du timing. Ouais. Ça, c'est une raison, je pense qu'on a aussi dans une majorité des cas. Euh, et ça, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une approche assez smooth avec ces prospects-là, assez soft. C'est pas du contact direct, mais c'est plutôt à chaque fois qu'on va essayer de rentrer en contact, c'est de leur apporter de la valeur avec un livre blanc, avec les inviter à un webinaire de présentation de nouvelles fonctionnalités, avec ce genre de choses, et se dire à chaque fois que eux vont avoir une interaction avec nous, télécharger un livre blanc, ben, on va pouvoir les recontacter, participer à un webinaire, on va pouvoir les recontacter. C'est tous ces genres d'actions qu'ils vont pouvoir avoir, tous ces genres d'interactions qui vont être des signaux pour nous. On va se dire, ben, en fait, peut-être que maintenant, c'est le bon timing. OK, c'est super intéressant. Alors justement, en fait, tu vois, j'aimerais juste comprendre, parce que je sais que quand on a du lead inbound, personne qui a demandé, directement une démo, Ouais, est-ce que généralement, j'imagine que dans ta dans ton approche outbound, effectivement, le rendez-vous, il est booké, on fait de la qualif. Parfois, il y a du no-show. Est-ce que tu as mis en place un process justement pour avoir, pour réduire en fait, ou en tout cas pour faire en sorte que ce no-show se retransforme pas, enfin, se transforme en vraie opportunité? Est-ce que de du coup, ouais, comment ils procèdent généralement, tes sales? Comment tu fais pour qu'ils se disent, «OK, il répond pas, mais il faut absolument qu'il y ait une réponse»? ouais. Bon, déjà, comme tu te doutes, le no-show, ça me connaît, hein, ayant fait de la chasse, j'en ai connu hein, des C'est pour ça que prospects je te pose la question. qui n'honorent pas les rendez-vous. Euh, ça, je connais. Forcément, on en a. On a plutôt de la chance, franchement. On a des taux de no-show qui sont assez faibles. OK. Euh, Bon, déjà, franchement, on utilise des outils de prise de rendez-vous directement sur notre site avec des relances, des mails qui sont envoyés avant les rendez-vous. Enfin voilà, donc ça, c'est systématisé de façon Ah mais ça, automatique. c'est super important parce que ça te paraît hyper, enfin facile et naturel, mais parce que voilà, Penny Ouais, Lane, c'est une boîte qui est hyper avancée, vous avez des systèmes automatisés, mais il y a pas mal de boîtes où en fait, même si, il y a du rendez-vous qui est pris naturellement, vont pas avoir, tu vois, cette logique de, voilà, par exemple, je sais pas, Penny Lane, vous avez mis en place des relances. Combien de relances, par exemple, avant? Est-ce que c'en est une? Est-ce que c'est 2? C'est des relances, via LinkedIn, via mail? Enfin, tu vois, ça c'est intéressant pour les gens ça. ouais. Bah alors nous, on a un outil de prise de rendez-vous donc qui fait de la relance automatique via mail. Euh, Après, nous, on va systématiser euh, un, soit un appel OK. la veille du rendez-vous. Alors, on essaye au maximum de le faire. Un appel la veille du rendez-vous pour être sûr que la personne va bien être présente. Et pareil, la veille, une fois que les SDR ont booké la démo auprès des acomptes exécutives, on va essayer d'appeler les prospects pour être sûr qu'ils seront bien présents à la démo. Donc ça permet de minimiser le no-show. Bon, je te dis pas qu'on le fait dans 100% des cas, on Ouais, essaye de le mais faire au maximum. en fait, ça quand même participe au fait que vous avez un taux de no-show qui est quand même bas. C'est-à-dire que Ouais, c'est pas une pratique anodine, tu vois, d'essayer de systématiser un call, à chaque fois, OK. ouais. Et nous, il y a quelque chose qu'on utilise pas mal. Je sais pas si c'est forcément la meilleure pratique, mais le fait est que ça fonctionne plutôt bien, c'est les SMS. OK. Bah, SMS, nous, nos sales sont enfin, des outils de téléphonie type Aircall, quoi, avec la possibilité d'écrire des SMS. Et nous, on envoie un SMS la veille d'une démo ou d'une qualif pour savoir si la personne sera, enfin, pour confirmer la présence d'une personne au rendez-vous. c'est toujours un extra mile qui permet en tout cas de faire en sorte qu'une personne puisse dire: «Ah mince, j'avais complètement oublié ce rendez-vous, finalement c'est pas le bon timing, je Ouais. repositionne un rendez-vous à un moment où je suis plus dispo». OK et du coup Et il ah y a pardon. aussi, pardon. Et non, et il y a aussi, forcément, parce qu'il y a des no-shows qui arrivent, hein, donc on peut pas, on n'a pas 100% de présence au rendez-vous. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait post no-show, hein, c'est pareil, c'est
une séquence ultra précise avec un certain nombre d'appels, du SMS, du LinkedIn. Enfin voilà, à partir du moment où une personne a pris rendez-vous dans notre agenda, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est forcément on doit lui parler. OK, donc il y a Forcément. une campagne en fait, un multicanal qui est mis Campagne en no place, show. campagne no show. Exactement. OK, Exactement. extrêmement importante. Hem, du coup, l'élément maintenant qui va m'intéresser, c'est justement, bah, surtout les leads dont tu as parlé en fait, les autres types de leads, qui sont, des personnes qui sont, que tu vas nurturer et cetera. Ouais. Tu fais du call, tu fais de l'email et cetera. Comment tu justement dans cette pratique d'outbound, hem comment ça s'exprime en fait? Comment ça Ouais. Bah, alors, il y a plusieurs choses assez importantes, je trouve, notamment par rapport au fait, mais je pense que ça s'applique un peu à n'importe quel sales, AE, BDR, etc. Mais notamment nous, avec le fait qu'on fasse plusieurs choses différentes, qu'on gère à la fois de l'entrant, mais aussi des typologies de leads assez différentes. Quelque chose qui est hyper important, c'est le time management et le fait de dire qu'on essaie de se concentrer sur une seule tâche à la fois. Donc quand on va faire, quand on se dit qu'on va faire de la relance de deals perdus, de closers, on va faire que ça. Quand on va se concentrer sur des personnes qui ont téléchargé des ressources marketing, on va faire que ça. Quand on fait de la recherche dans notre CRM, parce que ça, la chasse dans le CRM, c'est un point assez important, on va faire que ça. Bref, ce que j'essaie d'inculquer auprès des équipes, c'est d'avoir un agenda extrêmement structuré avec des plages dédiées sur chaque tâche. C'est planifier puis exécuter, quoi. Et ça, c'est pas forcément un truc qu'on va faire le premier jour du mois pour le reste du mois. C'est quelque chose qu'on peut faire le matin en fonction des calls qu'on a, des deals, des qualifs qu'on a. C'est-à-dire, bah, voilà, à quoi va ressembler ma journée aujourd'hui. Je vais structurer ma journée, je vais avoir mes qualifs qui sont là, puis après, je vais me faire un bloc où je vais aller chercher X deals X prospects qui ont téléchargé des ressources, et après je vais faire mes tâches, après, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un point important, le time management auquel on essaye de s'astreindre le plus possible. Euh, Après, un autre point important moi, auprès des équipes, c'est euh, bien maîtriser le CRM. Ça, je pense que c'est un sujet extrêmement important. ouais, très, très important. Euh, c'est être hyper agile, hyper indépendant dans l'utilisation du CRM. On fait beaucoup de formations sur le sujet. La chasse dans le CRM, c'est voilà encore une fois hein, dans ce qu'on disait, on fait pas d'appel à froid, donc c'est des gens qui ont déjà eu des interactions avec nous, qui nous connaissent, qui sont dans notre CRM. Ça c'est encore une fois être capable d'être autonome là-dessus, c'est important. Et de savoir en fait, Euh, lire l'historique pour pouvoir avoir les bonnes approches et d'expliquer pourquoi en fait on a une approche avec eux, et cetera, Exactement, OK. Et exactement. du coup justement enfin, j'imagine que ça se traduit beaucoup par du call, si tu Ouais. essaies de mettre en place, en tout cas sur cette partie-là, une logique outbound. Je dis pas que les autres canaux c'est pas, il y a pas d'outreach dedans, mais en tout cas c'est beaucoup plus, j'imagine quand tu leur fais faire des mails, c'est plus des mails que vous avez coécrits ensemble, et cetera. Il y a moins de liberté. Sur cette partie-là aussi, justement, sur la partie call, j'ai bien compris qu'il y avait un time, to management. C'est-à-dire qu'en fait, bah, en gros, tu dois faire tant de calls, sur cette typologie de lead. Est-ce que tu réécoutes les calls? Est-ce que tu as une approche un peu, comme on peut avoir dans une boîte, d'outbound? Est-ce qu'il y a des Ouais. objectifs, en fait, justement, en disant, «OK, pour pas justement que tu aies cette posture de caissier, j'ai envie, de checker en fait, bah, ta session de call elle a donné quoi en fait? Est-ce qu'elle a été efficace, efficiente pour aller chercher, aller tirer de nouvelles opportunités, quoi? Ouais, alors déjà, comme tu disais, on fait des sessions de call, hein. Tout comme il y a des sessions de call chez les BDR Outbound. Nous aussi, on fait des sessions de call tous ensemble. On va se mettre dans une salle, on va se faire des challenges. La personne qui a réussi à générer le plus de qualifs sur tel canal d'acquisition, sur les relances de deals perdus, sur les ressources téléchargées, qui sont quand même nos deux sources principales aujourd'hui. Donc on a exactement les mêmes rituels qu'on peut avoir dans des équipes outbound. Euh, Ça, c'est et hyper après, intéressant, si tu le dis comme encore une fois de manière assez naturelle, mais dans une équipe où en fait tu as du lead entrant et en fait ta journée pourrait être rythmée, bah, d'appeler les gens qui ont demandé de l'information, positionner tes calls. Le fait que tu fais quand même, cet exercice de faire de l'animation en fait, de prospection en fait au final comme une boîte, d'outbound, ça crée un peu une culture de, voilà en fait mm, on a jamais assez à manger quoi. Il faut qu'on aille chercher ouais, toujours un plus. exactement. Et encore une fois, c'est bien, enfin, tu vois, ce que tu disais sur la réécoute, ouais, bien sûr, on réécoute et surtout, on essaie de construire
les meilleures approches ensemble, enfin les meilleures approches possibles ensemble, pardon. C'est pas une approche à froid, encore une fois, parce que c'est des gens qui nous connaissent, qui ont déjà eu des interactions avec nous. Donc ça, c'est des choses qu'on co-construit. Et on travaille beaucoup avec l'équipe marketing, notamment sur le sujet. Ça, c'est un point assez important, notre collaboration avec l'équipe marketing. Euh, c'est déjà plusieurs choses. Nous, on fournit tout clé en main aux équipes. Ils ont des séquences prêtes à l'emploi, ils ont des outils d'enrichissement qu'ils peuvent utiliser de façon le plus autonome possible. Euh, et, euh, et donc, c'est comment on arrive à construire la meilleure approche possible pour les différentes typologies de leads qu'on va aller approcher. Et de l'autre côté, retour terrain de la part des équipes sales avec marketing. euh, Est-ce que cette approche a fonctionné? Euh, Si on parle des personnes qui ont téléchargé des ressources marketing, des livres blancs, qui ont participé à des webinaires, ce genre de choses, en fait, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? Est-ce que c'est tel livre blanc qui a super bien fonctionné, qui a le plus converti? Ça nous permet d'optimiser nos budgets, par exemple. Donc ça, c'est un point assez important, cette collaboration. L'équipe marketing écoute beaucoup de calls aussi. Euh, voilà, a des accès Ah, intéressant ça, à nos du coup. outils d'écoute de call. Ok. Voilà. Et ça, c'est un point assez important parce qu'encore une fois, euh, on essaie de comprendre ce qui fonctionne le mieux dans notre approche et comment on peut optimiser chacune des campagnes qu'on va lancer, quoi. Alors, je trouve ça hyper intéressant. C'est pour ça que je mets le point là-dessus. C'est que, en gros, les équipes marketing se nourrissent aussi également de ces sessions de call que tu t'encourages. Parce qu'il pourrait y avoir, en fait, un truc, encore une fois, hyper easy de je me contente de qualifier uniquement, enfin, en tout cas, les personnes qui ont vraiment sollicité une démo. Et du coup, ça permet au marketing, en fait, et justement, ça va être une bonne transition pour le sujet que j'aimerais traiter avec toi en dernière partie. Euh, le marketing écoute les calls et donc se rend compte en fait de quel contenu pourra le plus résonner en fait avec peut-être en fait on va dire le lot de prospects qui sont pas tout chaud. Donc ça leur permet de faire du meilleur contenu. Ça, je sais que c'est une grosse stratégie pour vous euh, d'attirer des gens avec le contenu. Maintenant, il y a un sujet avec le contenu, c'est comment vous détectez justement euh, comment vous arrivez en fait à donner envie à des prospects qui sont pas immédiatement, enfin en gros leurs besoins sont pas immédiatement apparents en fait après le téléchargement de contenu. C'est quoi en fait un peu tes, Ouais, tes méthodes pour ouais. identifier les besoins? Mais ouais, comme tu disais, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, enfin quelques mois, mais cette stratégie de contenu, de vraiment euh, aller recontacter toutes les personnes qui ont téléchargé un livre blanc, enfin voilà. Bon, première chose qu'on a mis en place, c'est du lead scoring avec l'équipe marketing. Euh, Parce qu'on ne pourrait pas recontacter tout le monde. Voilà, donc on va prioriser des personnes qui sont dans notre ICP, certaines tailles d'entreprise, enfin voilà. Euh, Principalement, j'imagine des critères qui sont en gros démographiques ou filmographiques ou bien qui sont pas. Est-ce qu'il y a du contexte aussi également? Est-ce que vous utilisez parfois ce qu'on appelle aujourd'hui des intent data spécifiques à Pennyline en disant OK, cette boîte, elle fait partie de notre ICP, mais on la score pas vraiment parce que son contexte aujourd'hui n'est pas le contexte spécifique des boîtes qui signent le plus. Est-ce que vous avez ce type de choses aujourd'hui? ouais, typiquement, nous, on a des industries où on sait que ça va être plus dur, on sait que quand il y a des structures à l'international, ça va être plus dur OK, pour l'instant. Donc, ce genre de choses, on va forcément essayer de, de contextualiser au maximum. l'appréhender Ouais, en amont et ça fait partie du scoring. Ouais. OK. Mais voilà, après, c'est des choses assez basiques hein, dans notre scoring. C'est déjà le poste. Forcément, on va forcément privilégier les directeurs financiers, les responsables comptables, les CEO, ce genre de choses. Après, bon, c'est des critères assez classiques. Et après, l'approche qu'on a, euh, alors pour le coup, c'est contrairement, tu vois, quand on va faire une qualif inbound, où on va beaucoup se concentrer sur enfin, quand un prospect prend rendez-vous avec nous directement, c'est qu'il a un problème et c'est qu'il veut chercher un moyen de résoudre ce problème. Donc on va énormément se concentrer sur ces problèmes.
Euh, L'approche est un peu différente quand on a des autres typologies de prospects au téléphone. C'est un peu comme de l'outbound, encore une fois, hein. C'est, en fait, on va d'abord se concentrer sur eux, sur essayer de comprendre leur process aujourd'hui, comment ils travaillent de mapper de façon ultra claire et précise la façon dont ils travaillent aujourd'hui. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas forcément de problème, mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si, oui ou non, ils ont des problèmes ou pas, quoi. Est-ce que dans leur façon de travailler, on va essayer de détecter peut-être un point qui va faire que Penny Lane pourrait leur apporter de la valeur, pourrait les accompagner, pourrait leur faire gagner du temps, pourrait leur permettre d'avoir une meilleure visibilité sur leurs données, pourrait leur permettre d'avoir de la donnée plus fiable. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment rentrer dans le détail de déjà essayer de comprendre. Déjà la première approche qu'on a, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont téléchargé ce contenu, Ouais. forcément. Un contenu sur l'optimisation de la stack finance. Bon bah t'es directeur financier, t'as téléchargé ce contenu, est-ce qu'il y a un sujet pour toi aujourd'hui avec ta stack d'outils financiers, quoi. Donc on essaie de comprendre pourquoi. Et une fois que la personne accepte de nous dédier un peu de temps, on va rentrer dans le détail voilà, aujourd'hui quand vous travaillez, avec qui, c'est quoi les outils que vous utilisez, combien de temps ça vous prend pour faire ça, ce genre de choses. Et d'essayer de détecter si il y a un endroit où Pennylen peut leur apporter de la valeur. Et j'imagine Voilà. que c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a pas tout de suite, en fait, parce qu'évidemment, ça serait si tous les gens qui téléchargent des contenus deviennent des clients, mais du coup, ça vous permet d'avoir des informations effectivement, intégrées dans le CRM, qui permet en fait de relancer, toujours dans cette logique de nurturing en se disant: «Bah, à ce moment-là, je sais pas, on a, une nouvelle features ou en fait, on peut répondre à tel enjeu» et donc du coup, c'est le moment de le relancer. J'imagine que Exactement. Mais en OK. fait, tout ça, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça sert aussi à une chose, c'est faire grossir nos pipes. Et c'est faire en sorte que nos pipes ne soient pas que du pipe inbound, et qu'on arrive à faire rentrer dans notre pipe des prospects qui viennent, qui ont participé à un webinaire, qui ont téléchargé une ressource, etc., etc., et de mettre en place toutes les stratégies de suivi et de relance qu'on connaît, quoi, les choses assez classiques qu'on a, voilà, en suivi, en se mettant des tâches de relance très précises. Euh, mais tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça sert à ça. C'est de se dire, on a une machine inbound qui fonctionne bien, mais essayons de ne pas nous contenter que de ça. Essayons de faire grossir nos pipes le plus possible en allant piocher dans d'autres typologies de leads qu'on peut avoir assez facilement avec, en collaboration notamment avec le marketing ou qu'on a dans le CRM. Voilà. Alors j'imagine qu'en fait cette stratégie fait que quand ça va bien et que vous avez une machine inbound qui marche bien, plus en fait, ce mindset outbound dans une culture inbound, ça fait en sorte qu'on a une belle croissance et donc du coup ça crée un peu, une motivation, une surmotivation de tes équipes qui se disent, «En fait j'ai tout déchiré cette année» parce qu'en fait forcément on est au-delà des objectifs parce que j'imagine que vos objectifs, hem, incluent évidemment cette partie, heu, génération de leads autre que l'inbound, mais ça crée en fait, effectivement des objectifs qui sont surpassés. Je sais pas, Ouais, bah, alors, effectivement, en fait, nous, ça se matérialise aussi c'est un point important, mais ça se matérialise aussi dans notre modèle de variable où, en fait, les SDR sont à la fois récompensés sur le revenu, le MRR généré provenant de leur qualif, mais aussi par le volume de démos qu'ils vont envoyer. Il y a une répartition entre les deux. Du coup, ils sont quand même, et effectivement, on ne prend pas seulement en considération le volume, la base du volume entrant, on va aussi les challenger un petit peu et faire en sorte que dans cet objectif de volume de démos à envoyer, euh, ils aillent aussi chercher autre chose que ce qui arrive. Donc, ouais, ça crée de la stimulation, ça crée de la motivation. On a une équipe qui, globalement, vit plutôt bien aussi. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça favorise pas mal le travail d'équipe, la cohésion. Quand on fait que de l'inbound, on est assis derrière son bureau et on fait ses calls de qualif. C'est très différent de se réunir tous ensemble autour d'une table, de faire des calls, de se motiver, de se challenger, d'écouter les autres. Voilà, ça crée aussi cet esprit d'équipe, cette cohésion qui, pour moi, sont ultra importantes dans une équipe de sales. Euh, ouais. Non, bah, en tout cas, j'avais envie d'aborder ce point en dernier
Tout simplement parce qu'effectivement, pour inculquer cette culture, faut qu'il y ait un lien avec les objectifs et donc du coup, c'est important effectivement de dire que, voilà, ils sont pas incentivés que sur le MRR qui est rentré, mais aussi sur le nombre de démos qu'ils vont réussir à chercher en plus et donc du coup, forcément, ça permet en fait de les motiver là-dessus. OK, on arrive à la fin, du coup, de cet épisode-là. Il y a pas mal d'équipes, voilà, qui vont nous écouter et qui ont une bonne part d'inbound et cetera. C'est quoi le conseil ultime que tu aimerais qu'ils retiennent, justement pour pouvoir faire en sorte, de toujours aller plus loin, notamment, sur la croissance? Ouais, alors le conseil ultime, c'est dur, je sais pas si j'ai la prétention de donner le conseil ultime. Non, mais de manière générale, je, je pense que tout ce dont on a parlé, enfin tu vois, vraiment le truc principal de cet état d'esprit, de se dire à partir du moment où une personne rentre dans le CRM et elle doit ressortir cliente, euh, ça je pense que c'est quand même quelque chose à garder en tête. Et ça c'est à tous les niveaux, tu vois, nous c'est pareil côté SDR, c'est à partir du moment où je fais rentrer quelqu'un dans mon pipe, euh, ça doit aboutir à une démo. Et peut-être que la démo sera dans un an, mais ça doit aboutir à une démo. Et c'est quelle stratégie on met en place pour que ça aboutisse à une démo. Stratégie de relance, de nurturing, de tout ce que tu veux. Mais quelle stratégie on met en place ensemble pour que ça aboutisse à la démo. Et c'est cet état d'esprit vraiment qu'on fasse de l'inbound, de l'outbound, qu'on fasse les deux, comme beaucoup de boîtes, je pense. Cet état d'esprit, je pense, qui est hyper important à avoir. Eh beh, écoute, très cool. Merci beaucoup pour ton partage et puis écoute, je te souhaite, plein de réussites pour la fin de l'année. Ciao, ciao. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi.